Une vente aux enchères a eu lieu dans une salle baignée de lumière. Le commissaire-priseur se tenait au centre de la pièce, et à côté de lui, agenouillée, se trouve une femme aux cheveux roux ardents. L'un des participants a accepté d'acheter cette personne pour 100 millions. Se rendant compte qu'il n'y avait plus d'acheteurs, l'homme accepta de la vendre pour le montant donné. Des bottes noires à clous argentés tapaient sur les luxueux tapis rouges sang. Le commissaire-priseur s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'enchérisseur et a annoncé que l'esclave avait été vendu. Un homme riche aux longs cheveux blonds s'approcha lentement de son achat. Prenant la fille dans ses bras, le blond lui demanda s'il pouvait la prendre. L'aristocrate prit doucement l'esclave épuisée dans ses bras et se dirigea avec confiance vers la sortie avec la charge. D'une voix tremblante de peur, la jeune fille demanda pourquoi le monsieur avait dépensé une somme d'argent aussi importante pour elle. L'homme riche lui a dit qu'elle devrait dormir un peu. Il lui assura que dès qu'elle ouvrirait les yeux, il quitterait cet endroit maudit. L'esclave remarqua que les yeux du maître étaient comme deux morceaux de glace brillant d'une lumière froide sous les rayons ardents du soleil. Bientôt, la jeune fille s'endormit, épuisée par tout ce qu'elle avait vécu dans les bras de son maître. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva dans une grande pièce. Il y avait un léger parfum de fleurs et les rayons du soleil brillaient à travers les rideaux. Notre héroïne a sauté hors du lit et a jeté la couverture. Et elle commença à regarder attentivement autour d'elle. L'étranger vit avec horreur les marques des cordes sur ses mains. Bientôt, un homme aux cheveux gris entra dans la pièce. L'esclave sauta soudainement de son lit moelleux, se préparant à se défendre. La servante lui a demandé de ne pas s'inquiéter, et il a assuré qu'aucun mal ne serait fait à personne. L'homme a signalé que l'étranger se trouvait dans la propriété de Shoe Biden. Avec enthousiasme, elle a demandé depuis combien de temps elle était dans ce quartier. La brune a rapporté qu'il commençait à s'inquiéter pour l'invité, qui ne s'était pas réveillé depuis plus de 4 jours. La jeune fille a demandé qu'on lui apporte du papier et un stylo. La voix de l'invité semblait confiante, malgré qui elle était. La brune apporta assez rapidement les objets nécessaires. L'esclave a demandé grossièrement au gars de laisser le papier et le stylo à ses pieds. La fille réalisa qu'elle devait s'échapper le plus vite possible. L'étrangère craignait que les habitants du quartier ne découvrent toute la vérité à son sujet. Les mains tremblantes de peur, elle commença à dessiner des ailes luxueuses. L'esclave se rendit compte qu'à cause du tremblement de ses mains, le dessin n'était pas clair. La fille, tenant la plume dans sa bouche, se tenait sur le bord du rebord de la fenêtre et se jetait par terre. La feuille de papier commença à brûler lentement, et un oiseau blanc comme neige apparut dans le ciel, qui transporta sa maîtresse plus près de la terre. La sorcière s'est rendue compte qu'elle avait besoin d'un moyen de transport pour s'échapper facilement, et a commencé à travailler sur un nouveau dessin. Quelqu'un a renversé la fille avant qu'elle puisse finir de dessiner. Elle tomba à terre et des larmes commencèrent à couler de ses yeux bleu ciel. En regardant l'agresseur, l'étranger vit ses cheveux dorés éblouissants, son grand nez et ses bras puissants typiques des épéistes. La sorcière remarqua que la beauté de l'homme était comme celle d'un dieu qui conduisait un char solaire. Il y avait du désespoir sur le visage de la jeune fille, car elle comprenait qu'elle se trouvait dans une situation terrible. Elle s'est réveillée dans un char emmené à une vente aux enchères. La boîte a tremblé. Le monsieur a aboyé au chargeur pour lui dire de faire attention car la boîte contenait un esclave de la classe la plus élevée. Le gars a expliqué que le prince lui-même devait venir à la vente aux enchères. Le marchand d'esclaves avait prévu de la vendre à un prix plus élevé. La sorcière était allongée dans une boîte en bois, les mains liées, et écoutait attentivement les conversations des simples ouvriers. Les murs semblaient peser sur elle. L'ouvrier a ri et a dit qu'il n'était pas très désireux de vendre la fille, car les femmes de la région désertique étaient particulièrement sexy. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle était née de nouveau en tant que méchante de son livre. La fille se sentit incroyablement offensée. Ce roman a été très populaire et a été lu par des milliers de personnes. La sorcière s'est rendue compte qu'elle avait jeté son personnage bien-aimé en prison au moment de sa mort. La fille ne pouvait pas comprendre pourquoi cela lui arrivait. Chérie a essayé de se détendre un peu dans le bain avec des pétales de rose rouge. La sorcière s'est rendue compte que devenir un méchant mineur n'était pas si mal. La fille aux cheveux roux ardents s'appelait Sherry. Elle s'accrochait au personnage principal plus que quiconque et détestait sans fin sa bien-aimée. Le méchant a simplement assisté à la mort du personnage principal. À cause de cela, le prince la jeta en prison, où elle mourut. Toutes ces manipulations n'étaient qu'un piège pour le méchant principal. Sherry était le personnage le plus malheureux, détesté de tous. Sherry était incroyablement jolie, comme si elle venait des temps anciens. Notre héroïne était incroyablement irritée par le nombre de références à ce sujet dans le roman. En écartant ses cheveux du visage, elle s'est rendue compte que les co-auteurs n'avaient pas menti.
Sherry regarda son reflet dans le miroir avec admiration. Elle ne comprenait pas pourquoi une mignonne qui venait des magiciens du dessin ne pouvait pas être le personnage principal. La jeune fille était sûre que cela augmenterait le lectorat. Frappant à la porte de la salle de bain, l'homme annonça que son Altesse le Duc avait invité Sherry à dîner en bas. En ouvrant un petit placard, la méchante a supposé que le majordome avait accroché ses vêtements de maison dans le placard. À son grand regret, la jeune fille comprit que sa nature coréenne ne lui permettait pas de parler comme elle le savait. Elle s'est rendue compte qu'elle ne connaissait pas l'arbre généalogique complet. « Votre personnage ?» Il semblait à la sorcière que les habitants locaux ne se comportaient pas de manière très suspecte. Sherry savait que tout pouvait changer à tout moment. Bientôt, la sorcière apparut sur le pas de la porte. Astor remarqua qu'elle s'était un peu calmée. Détachant son regard angélique du journal, l'homme blond suggéra à la jeune fille de s'asseoir le plus vite possible. Sherry s'est rendu compte que ce monde était un méli-mélo du monde médiéval avec ses chevaux, ses rêves et ses mécanismes de train. La sorcière remarqua un titre de journal dans lequel la presse à scandale prétendait que le duc avait une liaison passionnée avec une belle femme. Astor Pomraknev a assuré que c'était un non-sens. L'homme a déclaré que le journal contenait des rumeurs sans fondement et des informations non vérifiées. Lorsque la sorcière regarda l'un des serviteurs, il rougit et détourna rapidement le regard. Le duc a rapporté que l'assiette contenait une soupe claire aux crustacés. Le gars était sûr que Sherry pourrait avaler ce plat assez facilement. La sorcière le remercia pour son attention. Et elle a supposé que la raison en était que c'était le premier repas normal. Astor a suggéré de commencer par une histoire sur lui-même. Il a dit que son nom était Lasius de Schubaiden. La sorcière s'est présentée par son nom. Les yeux de la jeune fille montraient une confiance sans précédent pour quelqu'un qui avait été acheté aux enchères. Le duc a demandé pourquoi elle avait été capturée. Sherry était l'une des rares à avoir la capacité d'un mage en dessin. Elle était experte dans l'art de donner vie à ceux qu'elle dessinait. Il y avait pas mal de gens qui voulaient l'obtenir. Sherry ne pouvait que se mordre la langue et mourir. La sorcière détourna le regard et dit que les aristocrates avaient appris qu'elle était une magicienne du dessin. Le duc pensait qu'elle avait été expulsée. La jeune fille a fièrement annoncé qu'elle s'était enfuie dans le désert sans permission. Mais malheureusement pour elle, il n'y avait ni papier ni stylo. D'après son histoire, l'aristocrate comprit que la sorcière n'avait nulle part où retourner. Sherry s'est rendu compte que dès qu'elle parviendrait à récupérer un peu, elle s'enfuirait. Le gars a noblement suggéré que si elle n'avait nulle part où aller, l'invité pourrait rester dans son domaine pendant une courte période. Le mage dessinateur réalisa qu'il s'agissait d'une scène de souvenir du passé de la 4e méchante. Astor a déclaré qu'il voulait qu'elle témoigne contre les organisateurs de la vente aux enchères d'esclaves. L'homme a assuré qu'une fois l'interrogatoire terminé, il la livrera n'importe où. Embarrassée, la sorcière dit qu'elle avait besoin de récupérer un peu. Sherry réalisa que quelqu'un avait surveillé le duc toute sa vie. La fille était surprise qu'il n'aime pas communiquer en regardant son interlocuteur dans les yeux. La sorcière ne voulait pas vraiment le regarder non plus. Le majordome fut étonné que le monsieur ait terminé son repas si rapidement et soit parti. Les yeux brillants de joie, la sorcière dit qu'elle avait une question à poser à l'homme. Elle a demandé quelle profession dans cet univers rapportait beaucoup d'argent. Le serviteur rapporta au duc qu'il avait parlé à la jeune fille de plusieurs méthodes. Le majordome a assuré que la dame n'avait pas erré au milieu de la nuit à la recherche de la chambre d'Astor. Le duc a demandé comment la jeune fille traitait ses cheveux. Le majordome a indiqué que le témoin n'attachait aucune importance particulière à son apparence. Des ombres jouaient sur les murs, et 2 poupées ressemblant à un méchant mineur et à un duc brûlaient dans la cheminée. Les jouets ont été lentement consumés par le feu. Le monsieur a admis qu'elle n'était peut-être pas réellement tombée amoureuse de lui. Le majordome lui suggéra de vérifier à nouveau, au cas où. Les créatures miniatures lavaient soigneusement les cheveux de la maîtresse. Ils ont lavé soigneusement chaque mèche. Sherry trempée dans un bain chaud avec une mousse aérienne et des pétales de fleurs délicats. La sorcière s'est rendue compte que ce monde n'était pas très différent du monde réel. Se souvenant des paroles du majordome, la jeune fille a commencé à penser à lancer une marque de vêtements de mode. Elle ne savait pas quel divertissement inoffensif elle pouvait offrir aux gens. La mage dessinatrice était sûre d'être l'une des rares à savoir s'adapter. La fille était fière d'elle-même. Après tout, malgré les changements drastiques dans l'environnement, elle n'a pas versé une larme. Elle était incroyablement heureuse de pouvoir enfin dire adieu à la moisissure et à la vie au sous-sol. Sherry s'est encouragée. Elle s'est rappelé qu'elle ne voulait pas vraiment passer toute sa vie à travailler dur pour rembourser ses prêts étudiants. Elle a évalué objectivement ses capacités, réalisant qu'elle pourrait enfin devenir riche. Sa Majesté frappa avec insistance à la porte pour vérifier si tout allait bien avec Sherry.
La sorcière ne comprenait pas pourquoi Astor frappait à la porte de sa salle de bain. En regardant le sablier, la fille réalisa qu'une heure entière s'était déjà écoulée. L'invitée a dit qu'elle allait bientôt partir. Bientôt, le clic de la serrure se fit entendre. La fille couvrit rapidement sa poitrine avec ses mains. Profondément embarrassé, il commença à demander pardon. Astor est sorti de la salle de bain et a dit qu'il n'avait rien vu. Il a demandé pardon pour avoir dérangé. La sorcière était déçue, car ses rêves d'avenir étaient brisés. La jeune fille ne savait pas comment elle pourrait regarder le duc en face après la situation actuelle. Le duc remarqua la maigreur et les blessures de l'invité. Aster a conclu que la sorcière était issue d'une famille noble. Le gars s'est rendu compte qu'il n'avait pas donné les bonnes aux invités. Son Altesse a appelé l'homme aux cheveux noirs. Il ordonna à Maynor de donner à son invité une pommade cicatrisante, qu'il emportait toujours avec lui à la guerre. Aster a demandé que du pain soit sur la table du dîner, et que les portions contiennent plus de viande et de fromage que d'habitude. Ensuite, le duc entra dans son bureau. Le duc regarda le titre du tabloïd avec une certaine tristesse. Le gars a décidé d'aider l'invité à prendre du poids à un niveau sain et à bien la nourrir. Aster se souvenait que tout le temps, de nombreuses femmes le harcelaient constamment. Et cela lui était très désagréable. Le gars ne pouvait pas comprendre pourquoi il n'y avait même pas une trace de dégoût envers l'invité dans son âme. Profondément embarrassé, il se rappela que la sorcière se tenait nue devant lui, mais réagit de manière tout à fait innocente. Aster a suggéré que les femmes étrangères étaient immunisées contre le sang du dieu du soleil. Le gars pensait qu'il y avait peut-être quelque chose de spécial chez elles. Afin de calmer la chaleur du soleil, il faut qu'une femme ayant l'énergie de la lune soit à proximité. Cette méthode a été découverte par nos ancêtres, qui souffraient des mêmes symptômes. Le duc savait que le meilleur choix était le mariage. Le garçon savait que même vivre sous le même toit suffisait à apprivoiser l'énergie yang. Le duc comprit que le problème était qu'il avait besoin d'une femme sensée, capable de conclure un contrat de mariage. Son Altesse s'attendait à ce que les sentiments de la femme deviennent beaucoup plus forts. L'invité rappelait à l'aristocrate un coucher de soleil, comme si elle était née dans des langues de feu. C'était très étrange. Il espérait que tout s'arrangerait. Aster croyait vraiment en elle. Sherry se sentait en insécurité dans une robe aussi luxueuse. Elle rejouait la situation dans sa tête. Après la situation dans la salle de bain, la fille s'est sentie comme une écolière qui a envoyé un gros mot à son professeur. La sorcière essaya de se calmer et de réprimer son excitation. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, la jeune fille rencontra un serviteur. Elle a salué Mani. L'ouvrier a informé la dame qu'elle pouvait entrer dans la chambre d'amis. Le gars lui a assuré qu'il préparerait bientôt tout pour elle. L'héroïne renaissante poussa un soupir de soulagement et supposa que le duc Astor n'était pas encore arrivé. Sherry a été étonnée par la variété et la quantité de produits de boulangerie aromatiques. Elle se sentait comme au paradis quand elle voyait tous les macarons. Et l'invité était également étonné que les légumes puissent être si savoureux. La fille a décidé de regarder le duc couper son steak pour pouvoir le répéter plus tard. Se penchant sur la sorcière, Astor lui demanda si elle aimait la viande. Après sa réponse positive, le gars a dit qu'il couperait également de la viande pour elle. La sorcière, très embarrassée, le remercia de son attention. L'aristocrate lui expliqua qu'elle devait bien manger pour que ses blessures guérissent plus vite. Sherry devint encore plus confuse lorsqu'elle réalisa que le duc avait vu bien plus qu'elle ne le pensait. Le gars a dit qu'il n'était pas du tout intéressé par les articles de tabloïds qui sortirent les uns après les autres. Sherry a demandé si le monsieur avait visité cette rédaction. Il soupira lourdement et dit que c'était inutile. Après le regard surpris de la sorcière, le gars a dit que l'instigatrice était la princesse elle-même. L'héroïne réincarnée se souvient que la princesse était le méchant numéro 2 qui empêchait les personnages principaux d'être ensemble. La candidature de cette milady ne fut même pas prise en considération lors du choix du futur empereur. La princesse était une femme aux tendances sadiques qui aimait faire pleurer les beaux hommes. Le gars a dit que sa routine matinale consistait à vérifier les bêtises écrites à son sujet. L'aristocrate a expliqué qu'il prenait généralement le journal à cause d'autres nouvelles. La sorcière supposait qu'il ne savait rien des magazines féminins. Le duc a assuré qu'il n'y avait jamais prêté attention. Aster n'a pas pu empêcher les filles de le draguer sur le chemin du travail. Il a partagé que les fans féminines soudoyèrent souvent les serviteurs pour une raison quelconque. Seuls Théodore et Mani sont restés dans le domaine. Astor a partagé que lorsqu'il séjournait dans la caserne des chevaliers, ils l'espionnèrent sous la douche. Il a ajouté que pendant les entraînements, les supporters couraient et s'évanouissaient, se mettant ainsi en danger. Le duc a dit qu'en raison de la situation, il voulait lui offrir quelque chose. Et puis Astor proposa résolument à la sorcière de l'épouser.
Il a demandé à l'invité de devenir sa femme pendant au moins 3 ans. Un peu confuse, Sherry lui demanda à nouveau s'il voulait l'épouser. La blonde a dit qu'il devrait d'abord y avoir des fiançailles, et ensuite il y aura un mariage. Aster a rappelé à l'invité qu'elle était une magicienne du dessin. Le gars lui a assuré que si elle restait à ses côtés, elle n'aurait pas à s'inquiéter des tueurs à gages. Avec calme dans la voix, la jeune fille a rappelé qu'elle n'avait même pas donné son consentement. Aster lui a conseillé d'y réfléchir attentivement. Le gars a expliqué que si quelqu'un découvrait qu'elle était sa future épouse, Sherry aurait de nombreux privilèges. Le duc a donné la permission de recevoir les pots de vin offerts et de nombreux cadeaux. Un peu méfiante, la sorcière demanda où le duc avait trouvé autant de confiance en sa personne. Sherry lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas compter sur lui. Le gars a admis que lorsqu'il était à la vente aux enchères, il avait prévu de détruire tout le monde. L'aristocrate a admis que lorsqu'il l'a vu, quelque chose a traversé sa tête. Astor remarqua que malgré le fait que l'esclave était bourré de drogue, une soif de liberté brûlait dans ses yeux. Il était sûr que sa future épouse serait capable de commettre des actes éhontés de tout son cœur, et ne soit pas gênée devant la princesse. Sherry a réalisé qu'elle pouvait rester dans ce domaine pour le reste de sa vie. C'est pourquoi elle a décidé de ne pas laisser passer cette chance. La sorcière savait que le personnage principal du roman ne devrait pas apparaître avant 1 an. La fille a compris qu'il y avait suffisamment de temps pour récupérer. Astor a déclaré qu'il était contre le mariage et qu'il n'en contracterait pas un pour de vrai. L'aristocrate a insisté pour qu'en utilisant son nom, l'invité pourra faire ce qu'elle veut. La jeune fille a demandé si elle serait exécutée après cela. Le gars a promis de protéger sa future femme de tout. Le duc demanda en échange qu'elle devienne la femme la plus luxueuse et la plus impudente de tout l'Empire. Astor voulait que personne n'ose l'approcher après l'avoir vue avec sa femme. La jeune fille a demandé combien l'aristocrate pouvait payer pour ce service. Astor a dit qu'il était prêt à lui donner 10 milliards de goth. Sherry sourit et dit qu'elle était prête à servir son cher client. Elle était incroyablement heureuse de travailler pour ce montant. Avec une étincelle dans les yeux, Sherry a dit que le duc n'avait pas à s'inquiéter et qu'il signerait bientôt un contrat de mariage. Elle a assuré qu'elle ferait fuir toutes les femmes qui tenteraient de gagner sa seigneurie. La jeune fille pouvait déjà imaginer combien de bâtiments pouvaient être achetés pour une somme aussi modeste. Le duc demanda à Théodore d'apporter un contrat pour sa future épouse. La sorcière supposa qu'il avait préparé cet accord pendant qu'elle dormait. L'héroïne renaissante a décidé de signer le contrat et de recevoir l'argent. Sherry était prête à s'enfuir lorsque le personnage principal est apparu à l'horizon. La jeune fille a promis au monsieur de réaliser une performance si merveilleuse que les genoux de tout le monde trembleraient. La sorcière a demandé d'ajouter seulement 2 conditions supplémentaires au contrat. Elle a dit qu'elle voulait que le duc soit à ses côtés quoi qu'il arrive. L'héroïne réincarnée a exprimé son souhait qu'il prenne soin de sa vie paisible s'il tombait amoureux d'une autre. La fille a réalisé que les méchantes du roman n'étaient pas des femmes ordinaires. Aster accepterait n'importe quoi, du moment qu'il avait la possibilité de mener une vie normale. La sorcière a dit qu'il se marierait pour divorcer et a promis de faire fuir toutes les femmes. Elle rêvait déjà de la quantité de biens immobiliers qu'elle pourrait acheter avec l'argent qu'elle recevrait. Après avoir remarqué son futur nom, la fille a remarqué que cela soulignait sa nature subtile. Le gars a dit qu'elle devait jouer une dame de la famille d'un pauvre vicomte de province. Il a dit qu'elle était venue dans la capitale pour gagner de l'argent mais qu'elle l'avait rencontré. La sorcière sourit et réalisa qu'elle devrait jouer le rôle de Cendrillon. Aster a expliqué que ce mariage était le destin dont beaucoup de filles rêvaient. La sorcière signa le contrat et lui tendit la main. Le duc sauta soudainement sur la table et la fit tomber, la clouant au sol. Il lui couvrit la bouche et lui dit que les ennemis étaient dehors. Sherry repoussa sa main et demanda ce qui s'était passé quelques instants plus tôt. Astor a montré sa main et a dit que des aiguilles somnifères y étaient plantées. L'âme réincarnée s'est rendu compte que seul le méchant numéro 1 pouvait éliminer ses concurrents d'une manière aussi vile. Saisissant un encrier et un stylo, la jeune fille demanda au client de lui montrer son dos. Elle a demandé au duc d'enlever son gilet. La sorcière a commencé à dessiner activement quelque chose sur sa chemise blanche, comme neige. L'héroïne renaissante a vérifié qu'il n'y avait pas d'ennemis à l'extérieur. Après avoir entendu une réponse positive, Sherry a demandé au monsieur de retirer tous ses vêtements. La sorcière et le gentilhomme s'écartèrent un peu, loin de la fenêtre. La fille a continué à dessiner sur du papier. Bientôt, les ennemis ont commencé à crier et à s'enfuir. Aster a demandé à sa future femme ce qu'elle avait dessiné. Sherry sourit et assura que c'était un secret d'entreprise. La fille ne pouvait pas dire qu'elle avait dessiné des flèches enflammées qui piquèrent les ennemis dans les fesses. La sorcière a demandé au client de ne pas oublier ses 10 milliards. Le duc a déclaré qu'il tiendrait sa part du marché. Le garçon a demandé à être appelé par des surnoms affectueux à l'extérieur de la maison.
Allongée sur son lit luxueux, l'héroïne renaissante réfléchissait à la vie. Elle s'est rendue compte que les méchantes étaient des femmes plutôt méchantes. Sherry était sûre de pouvoir les gérer. En sortant du lit, la jeune fille comprit que diverses menaces l'attendaient. Elle a décidé de mettre de l'ordre dans ses connaissances. L'héroïne renaissante se souvient de Christina Dolores et de Messi. Messi ne représentait aucune menace. La méchante ne pouvait faire que quelques méfaits mineurs. Sherry s'est rendu compte que le premier méchant n'avait ni morale ni limite. Christina pourrait facilement achever son adversaire à tout moment. L'héroïne renaissante s'est rendu compte que Dolores était toujours un problème assez sérieux. En prononçant des surnoms affectueux, la mariée a demandé lequel le client préférait. Le duc douta quelques instants. Théodore soignait soigneusement les blessures de son maître au son crépitant de la cheminée. Le majordome a demandé au garçon s'il avait pensé à la dame. Astor soupira lourdement et réalisa qu'il était assez difficile de tromper l'homme. Le majordome remarqua que l'aristocrate s'était blessé en protégeant son invité. Il a conclu que le jeune homme aimait la fille. Le duc remarqua qu'elle se comportait plutôt étrangement. Le majordome supposait qu'il parlait du personnage de Sherry. Le jeune homme remarqua que les nerfs de la sorcière semblaient être en acier. Théodore a dit que c'était une bonne nouvelle car il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Après avoir remis le petit flacon de médicaments à sa place, l'homme conseilla au monsieur d'aller se coucher. Avec un léger tremblement dans la voix, le duc demanda si la jeune fille refuserait son offre. Le gars espérait que la chance serait du côté de Sherry. L'aristocrate a remarqué que même lorsque la fille était en esclavage, elle était pleine de passion. Il avait le sentiment que tout irait bien avec cette personne en particulier. Aster observait le paysage nocturne du jardin, baigné des rayons froids du clair de lune. Le gars a arrangé ses luxueux cheveux blonds avant d'aller au lit. En expirant, il supposa qu'il aurait bientôt plus de travail à faire. La future duchesse l'appelait activement par son nom, alors qu'elle se tenait à la porte de sa chambre. Il ouvrit la porte et dit qu'il s'était déjà levé depuis longtemps. Elle a crié dans la rue. Il y avait beaucoup de choses à acheter. Ce n'est que maintenant que la sorcière remarqua que son futur mari était un bel homme. Le blond a dit qu'il avait simplement l'intention d'appeler une personne. L'héroïne renaissante commença à devenir nerveuse. Sherry a suggéré à son futur mari qu'ils sortent ensemble. La jeune fille avait hâte que le duc la présente et lui dise qu'ils étaient en couple. Il a froidement informé que cela n'était pas possible. Remarquant le regard surpris de la mariée, le gars lui a rappelé qu'elle avait été agressée quelques jours auparavant. En souriant, la mariée a dit qu'elle avait préparé quelque chose pour se défendre. Elle sortit de son sein un dessin représentant un oiseau de proie. La fille a dit qu'elle le mettrait entre ses seins au cas où. Elle a soulevé son ourlet et a demandé à regarder sa cheville. Un peu gêné, le monsieur se détourna et dit qu'il était inutile de lui raconter de tels détails. Sherry a demandé au client de ne pas s'inquiéter. Et elle a dit qu'ils allaient acheter du matériel d'art. Sur le chemin de la ville, la fille s'est plainte que ses vêtements étaient inconfortables et a demandé de se dépêcher. La sorcière a dit qu'elle avait soi-disant compris qu'il n'aimait pas les femmes. La sorcière a demandé à jouer un peu avec elle. La mariée a dit que s'il ne savait pas quoi faire, il pouvait simplement s'adapter à elle. Le duc comprit que cette sortie donnerait lieu aux premières rumeurs. La jeune fille avait prévu de tourner dans sa direction les regards dirigés vers son futur mari. Sherry se demandait si le duc apprécierait cette tournure des événements. Interrompant ses pensées, le gars dit qu'ils étaient déjà arrivés à la boutique d'art. En regardant le bâtiment luxueux, l'actrice s'est rendue compte qu'elle avait attrapé la chance par la queue. Elle savait qu'elle pouvait acheter le meilleur matériau sans se soucier du prix. Alors que Sherry sortait de la voiture, le client lui tendit la main d'une manière attentionnée. La fille a remarqué que lorsqu'il l'accompagnait, il semblait être une personne complètement différente. L'héroïne renaissante s'est rendue compte qu'il y avait de nombreux spectateurs autour. Elle a décidé d'agir. La fille n'a pas laissé passer cette occasion et a fait semblant que son talon était tombé dans la grille du repose-pied. L'actrice a crié et est tombée sur l'aristocrate. Sherry le remercia avec des yeux brillants. Sentant le tremblement dans les mains du client, la sorcière réalisa qu'il était mal à l'aise en présence d'un membre du sexe opposé. L'actrice avait l'impression que son dos lui brûlait à cause des nombreux regards envieux. Elle comprit qu'elle devrait endurer tout cela pour pouvoir posséder en exclusivité le duc. Souriant, le magicien dessinateur a demandé au gars de ne pas faire attention. Le duc était sûr que son compagnon serait dérangé par des regards envieux. Astor a été frappé par la sincérité avec laquelle elle a ignoré cette attention. Après avoir remis au client une petite valise, l'actrice lui a demandé de supporter sa charge. Le duc a remarqué que malgré leur simple communication informelle, la jeune fille s'adressait habilement à lui en l'appelant « toi ». Il se rendit compte que son compagnon avait certainement grandi dans une famille noble. Astor a soigneusement demandé à la fille si elle avait besoin d'une brosse.
Sherry a dit qu'il avait raison. Elle a insisté sur le fait qu'elle aimerait acheter le plus possible en une seule fois. Il a demandé à sa bien-aimée de ne pas se précipiter. Le gars a remarqué que l'actrice était assez petite. La sorcière était ravie que les pinceaux soient soigneusement triés par taille. Le duc suggéra avec nostalgie que Sherry devait être belle lorsqu'elle prenait un pinceau et peignait. L'actrice a appelé le gars alors qu'il commençait à s'approcher lentement d'elle. L'héroïne réincarnée espérait sincèrement qu'après cet incident, le nombre de tentatives d'assassinat n'augmentera pas beaucoup. Après lui avoir demandé pardon, Sherry l'a attrapée fermement par la chemise et l'a tirée vers elle. La jeune fille embrassa passionnément le duc tandis qu'il se tenait là, abasourdi par la surprise. Sherry réalisa que son plan avait parfaitement fonctionné. Après avoir reçu de nombreux regards désapprobateurs, la jeune fille serra le duc par le bras. L'aristocrate demanda froidement à l'ouvrier de les payer. L'héroïne renaissante espérait que cela suffirait à augmenter les ventes des journaux de demain. La jeune fille se demandait si elle devait recevoir une commission pour cela. La sorcière sentit que les regards envieux devenaient encore plus brûlants. Elle tendit soigneusement une serviette au monsieur. Le duc lui a demandé si elle pouvait s'essuyer les lèvres. Un peu confuse, Sherry a demandé pourquoi elle faisait ça. La fille était heureuse de voler le premier baiser public du bel homme. L'aristocrate demanda où ils iraient ensuite. L'héroïne a passé en revue dans sa tête les endroits où elle pourrait aller pour se procurer une nouvelle tenue. Elle se souvint qu'il y avait un magasin vendant des robes bon marché que le personnage principal avait accidentellement remarqué. En entrant dans le magasin, Astor a dit qu'il voulait choisir une robe pour sa mariée. Le gars a assuré qu'il ne savait absolument rien en matière de vêtements. Il a demandé à prendre soin de sa future femme. Il a dit que le prix n'avait pas d'importance. C'est avec joie que les ouvriers ont pris sur eux la responsabilité de faire de la future duchesse une véritable beauté. La fille a compris qu'à partir de ce jour, cette boutique deviendrait la plus populaire. Sherry a réalisé que le design n'était pas si important. Elle fit un signe de la main et demanda d'apporter toutes les tenues du début à la fin. Les événements sont décalés dans le temps. Alors que l'actrice buvait avec son maître, il a remarqué qu'elle était très fatiguée. Le duc a dit qu'elle pouvait s'allonger et se reposer un moment. Théodore prit sur lui de porter la dame dans la chambre. Le monsieur a dit qu'il s'occuperait lui-même de la fille. Astor ne comprenait pas d'où elle venait. Il a mené une enquête secrète qui n'a donné aucun résultat. Grâce au marchand d'esclaves, le gars a réussi à découvrir que la sorcière avait été amenée du désert. Le duc soupçonnait qu'un magicien du dessin puisse errer sans but. Le garçon a appelé Théodore, et il lui demanda de préparer pour la jeune fille un plateau de ses fruits préférés de la plus haute qualité. Il a demandé qu'on lui attribue une chambre où sa future épouse pourrait dessiner confortablement. Le monsieur a demandé de décorer les murs de cette pièce avec des tableaux célèbres que possédait sa famille. Le duc se rendit compte qu'il ne se sentait pas du tout mal à l'aise en embrassant la jeune fille. Le gars était surpris que son contact ne provoque pas d'hostilité. L'aristocrate remarqua que lorsque leur premier baiser eut lieu, son cœur s'enfonça dans ses talons. Astor se sentait mal à l'aise et voulait recommencer. Et cela l'excitait beaucoup, le forçant à réfléchir. Le garçon qui vendait des journaux en agita un. Il a rapporté que le duc Shubain avait une épouse. Les femmes de la ville soupçonnaient que quelque chose n'allait pas, car le duc avait toujours dit qu'il était contre un mariage de convenance. Un homme vêtu d'une robe bleu foncé s'est approché du garçon et lui a demandé de lui vendre un journal. Il était abasourdi. L'étranger lui a assuré qu'il ne mangerait pas le gars et lui a demandé de simplement lui vendre la presse. La colère est apparue sur le visage du gars. Il suivit la sorcière pendant un bon bout de temps et fut étonné qu'elle se marie si soudainement. L'homme aux cheveux bruns et aux yeux rouges sang lui assura avec colère qu'il viendrait bientôt la voir. Quelqu'un a appelé la princesse, et il lui a demandé si elle était vraiment prête à tout laisser comme c'était. Son Altesse a giflé le journal avec rage et a bondi de son siège. Dolores était sûre que l'article était complètement absurde. Elle ne pouvait pas admettre qu'on ne savait pas qui deviendrait la duchesse de Shubain. En se couvrant la bouche avec un éventail, la brune comprit que la fiancée du duc deviendrait un membre de la famille impériale. Dolores a dit qu'elle comprenait parfaitement ses sentiments. La princesse pouvait croire qu'un homme aussi merveilleux était en couple. Son Altesse a décidé d'organiser un goûter. La jeune fille sourit joyeusement et dit que seuls les membres de leur fan club pourraient assister au goûter. Tandis qu'elle savourait la délicieuse nourriture, Sherry réalisa qu'elle vivait déjà heureuse dans le domaine du duc depuis un demi-mois. Elle a été visitée par des tueurs à 3 reprises au milieu de la nuit et a été bombardée à 2 reprises alors qu'elle marchait. Il fut même un temps où l'on ajoutait de la limaille de fer à la crème de bain. La future duchesse a eu beaucoup de chance car au moins rien n'a été ajouté à sa nourriture. Souriante, la mariée a dit au gars qu'il y avait eu pas mal de rumeurs à son sujet. Elle a demandé s'il valait la peine de passer à la 2e phase du plan.
Astor prit une serviette et dit qu'il avait un bon endroit en tête. La mariée a précisé où se trouvait cet endroit. Le gars l'a prévenu que cela pouvait être dangereux. Sherry a expliqué que pour elle, même allongée dans son lit, constituait un danger. Avec un lourd soupir, le duc rapporta que cet endroit était le palais impérial et le terrain d'entraînement des chevaliers. La jeune fille supposait que le marié allait la présenter à l'ordre chevaleresque de Rantus. La sorcière dit qu'il devait se dépêcher. Avec une certaine surprise, Astor a demandé si sa mariée porterait cette tenue. Elle a dit qu'elle avait besoin de voir quelqu'un. La sorcière avait prévu de charmer le chevalier Simon Adless. L'héroïne réincarnée savait qu'elle possédait des pouvoirs étonnants. Elle savait d'avance que le chevalier obéissait aveuglément au personnage principal du roman. Le mage dessinateur avait prévu d'attirer Dolores à ses côtés. La jeune fille espérait que Simone serait également de son côté et couvrirait ses arrières. Sherry s'est rendu compte que le chevalier au caractère difficile devait devenir son allié. L'âme réincarnée savait qu'après que Simone ait rencontré le personnage principal au bal, elle avait immédiatement perdu la tête. La sorcière savait que c'était sa chance. Sherry se souvenait qu'elle avait un faible pour les petites filles mignonnes. La future duchesse a décidé de prendre un risque et de ne pas laisser passer sa chance. Sa seigneurie a annoncé que des duels officiels auraient lieu ce jour-là. Il a expliqué que les notes des chevaliers auraient pu changer ce jour-là. Un peu embarrassée, la sorcière a demandé si les gens ordinaires pouvaient regarder cela. Astor a rappelé à l'actrice qu'elle devait jouer le rôle d'un scélérat qui tombait follement amoureux de lui. La fille se souvint de son rôle et ne posa plus de questions. Pas une seule question. Devant ses yeux s'ouvrit une immense salle d'entraînement avec de nombreuses épées polies jusqu'à briller. Les chevaliers commencèrent à s'agiter lorsqu'ils virent que leur commandant était arrivé. Les hommes se levèrent soudainement de leur siège et saluèrent le commandant. La fille a remarqué que la position de son client était assez élevée. Un peu confus, l'un des chevaliers demanda qui était cette personne. Le duc présenta calmement sa future épouse comme étant Lady Overton. Les gars ont été un peu surpris par cette nouvelle et ont demandé de la répéter. Astor fut outré par cette réaction. Il a demandé au garçon de ne pas se comporter de manière aussi honteuse. Commençant à s'incliner, les chevaliers demandèrent pardon à la dame. La sorcière fut étonnée par une telle obéissance aveugle. La sorcière serra le client par la main et dit qu'elle s'en fichait complètement car beaucoup de gens réagissaient de cette façon. Elle a demandé pardon à Astor de l'avoir suivie si impitoyablement. La fille comprenait qu'elle pouvait intervenir, mais elle était très curieuse. Le chevalier rapporta que la fiancée du maître pouvait être assise confortablement. Simone commença à descendre lentement les escaliers. Le chevalier nouvellement arrivé rapporta que ce n'était pas un endroit où un homme ordinaire pouvait venir par pure curiosité. La jeune fille a demandé au commandant de renvoyer sa fiancée. Simone a expliqué qu'il s'agissait d'un manquement à la discipline. L'héroïne réincarnée ne pouvait pas comprendre pourquoi ce chevalier aimait le personnage principal. La dame s'est excusée de ne pas y avoir pensé. L'actrice a déclaré qu'elle était même mal à l'aise à l'idée que son fiancé partirait sans elle. Sherry était capable de pleurer en public sans problème. Luc se jeta aux pieds de la dame et l'informa qu'elle n'avait pas du tout besoin de partir. Le chevalier a déclaré qu'il comprenait l'importance de maintenir la discipline. Le gars était content que son maître ait enfin amené une épouse. Sherry, essuyant ses larmes, demanda si elle pouvait vraiment rester. Luc a assuré qu'il préparerait un endroit confortable pour la dame le plus rapidement possible. La fille le remercia pour sa gentillesse. Le chevalier Simone était mécontent. Elle boudait en silence. La fille en armure s'est retournée et s'est éloignée. L'héroïne renaissante s'est rendue compte qu'elle avait complètement gâché sa première rencontre avec Simone. Sur le terrain d'entraînement, un duel était annoncé entre les chevaliers Simona et Romane. L'âme réincarnée savait que Simone vaincrait le chevalier mâle et se relèverait ensuite complètement couverte de boue. Après quoi, elle s'est approchée du personnage principal, a enlevé son casque et s'est agenouillée. Le chevalier a dit qu'elle dédiait cette victoire à la noble dame. Le gentilhomme a rappelé que les chevaliers doivent dégainer leur épée pour saluer. Sherry a essayé de se rappeler qui pouvait participer à cette compétition. Les filles étaient incroyablement curieuses de savoir où se trouvait Simone. Le gentilhomme informa froidement que la jeune fille était à la 31e place parmi tous les chevaliers. L'actrice a prédit avec admiration qu'elle serait dans le top 30. Avec une certaine prudence, Astor a demandé à la mariée comment elle avait pu savoir cela. Le gars s'est rendu compte qu'il n'avait jamais vu les capacités du chevalier. Elle a fait semblant de ne pas entendre la question, disant qu'il y avait beaucoup de bruit près de l'arène. Le marié a demandé à la jeune fille avec une certaine inquiétude si le bruit était vraiment trop fort pour elle. La sorcière était surprise car elle ne s'attendait pas à un combat aussi intense. La jeune fille observait chaque mouvement des chevaliers avec admiration. Le bruit était très fort,
J'avais l'impression que quelqu'un frappait des cymbales en cuivre juste sous mon oreille. Le gentleman a demandé à Sherry si elle avait vu le serviteur debout près du râtelier avec des épées. Le duc a expliqué que le garçon était l'espion de la princesse. Astor a dit qu'il avait volontairement laissé tomber ce gars. Il a assuré que l'espion s'était délibérément positionné à un endroit d'où il pouvait être clairement vu. L'actrice a suggéré de faire une farce, le prit devant l'espion. La jeune fille était étonnée de constater qu'il y avait des espions même au sein de l'ordre chevaleresque. Elle s'est rendue compte que la prochaine fois, elle devrait emporter avec elle des bouchons d'oreilles renforcés. Astor couvrit soigneusement les oreilles de la mariée et annonça qu'il découvrirait bientôt qui serait le gagnant. Elle a remarqué que les paumes des clients étaient très grandes. Sherry se sentait beaucoup mieux. La fille a demandé si elle pouvait soutenir quelqu'un. Le duc hésita un peu et dit qu'il n'y avait aucune interdiction. Le gentilhomme a assuré que chaque chevalier combattait avec le soutien de madame. L'héroïne renaissante se mit à crier frénétiquement, soutenant Simone. Pendant quelques instants, il y eut un silence dans l'arène des chevaliers. Le chevalier lança un regard dédaigneux à Sherry. Embarrassée par le regard du chevalier, Sherry se couvrit le visage avec un éventail. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucune intention de la mettre dans une position inconfortable. Le monsieur a rapporté que l'actrice a dépassé toutes ses attentes. Déroutée, la mariée a demandé si c'était un éloge. Le duc a demandé à la jeune fille de ne pas être bouleversée. Et il assura que le chevalier était inhabituellement timide. L'adversaire sourit et dit à la fille qu'elle avait beaucoup de chance d'avoir une telle beauté qui l'encourageait. Serrant fermement la poignée de son épée, elle demanda au garçon de se taire. Le chevalier a utilisé une technique spéciale lors de l'attaque et a facilement renversé l'épée de son adversaire. Aster l'a félicité et a déclaré que sa note était en hausse. En regardant le champ de bataille avec admiration, l'actrice a précisé quelle technique le vainqueur a utilisée. Le client a dit qu'il ne pouvait pas appeler cela de la technologie. Le gars a dit que ce pouvoir apparaissait lorsqu'un certain niveau était atteint. L'héroïne réincarnée a demandé si l'attaque à l'épée était renforcée. Parce que la fille était distraite par ses pensées, elle n'a même pas remarqué comment le gagnant s'approchait. La main sur le cœur. Le chevalier demanda au commandant d'être son adversaire au prochain tour. Aster a dit qu'il était temps de commencer. La fille était un peu nerveuse. Des gouttes de sueur coulaient lentement sur son visage. La mariée regardait le duel avec curiosité. Luc informa avec enthousiasme Milady qu'il lui avait apporté du thé glacé. La dame a demandé au gars de se comporter tranquillement. La jeune fille a compris pourquoi le monsieur avait le surnom de « chevalier féroce ». L'âme réincarnée remarqua qu'Astor avait l'air très content. La jeune fille était étonnée de voir comment la princesse pouvait blesser une personne aussi parfaite. Sherry remarqua que le serviteur avait disparu. La dame était sûre que sa boisson était la plus ordinaire. Mais elle craignait que l'espion soit hors de vue. L'actrice était entourée de son dessin en forme d'oiseau de proie dans une lumière bleu ciel. L'oiseau couvrait la dame de son aile translucide. La jeune fille réalisa que si la lance l'avait touchée, elle l'aurait transpercée à mort. Et ainsi il dépassait du corps de la créature invoquée. La sorcière espérait qu'à cause de la colonne de poussière, personne ne pourrait voir comment elle utilisait sa magie. Sherry ne comprenait pas où étaient passés les partenaires d'entraînement. S'approchant de la dame, le chevalier rapporta que le commandant était allé attraper celui qui osait attaquer sa fiancée. La sorcière rit maladroitement et supposa qu'elle était vraiment détestée. La jeune fille a déclaré qu'elle-même ne savait pas combien de fois elle avait été en danger. Simone a dit que c'était assez facile à expliquer avec logique. Le chevalier a demandé quel genre d'oiseau étonnant se tenait derrière la dame. La magicienne du dessin a dit qu'elle avait acheté cet oiseau spécialement pour se protéger. La jeune fille a expliqué que si elle n'avait pas fait cela, elle aurait pu devenir une proie facile. Un peu méfiant, le chevalier demanda si tel était vraiment l'ordre des choses pour la future duchesse. Embarrassée, Sherry a déclaré qu'elle venait tout juste d'arriver dans la capitale. L'actrice a assuré qu'elle n'avait même pas eu le temps d'ennuyer qui que ce soit et qu'elle était étonnée qu'il la déteste autant. Simone dit que si la vie de la dame avait été si souvent attaquée, il était impératif d'en informer l'empereur. Le chevalier était sûr que quelqu'un était derrière tout ça, et après enquête, le coupable sera sévèrement puni. En sortant son mouchoir, Sherry supposa qu'elle était dans un état indécent. Le duc a demandé à sa fiancée si elle était blessée, et il a dit qu'il ne pourrait pas aller dans les cafés ou les expositions comme les autres couples. La jeune fille a déclaré qu'il n'y avait rien de grave dans cette situation puisqu'elle n'avait pas été blessée. Se jetant dans les bras du gars, elle lui demanda pourquoi il venait juste d'arriver. L'actrice a dit qu'elle avait peur. Le magicien dessinateur obscurci demanda qui était le coupable. Le commandant a indiqué que la tentative de meurtre avait été perpétrée par un tueur à gages.
L'héroïne renaissante se souvenait du roman original. Et elle a supposé que le premier méchant était celui qui élaborait ses plans ignobles. La fille a remarqué que l'espion avait disparu. Elle a demandé s'il était autorisé à quitter son siège. Astor a demandé si le gars était vraiment allé quelque part. La sorcière supposait qu'Astor allait découvrir si l'homme était un agent double. L'héroïne renaissante a hardiment suggéré qu'elle avait réussi à charmer Simone, même si elle regardait toujours la fille sans adoration. La fille regarda avec surprise ce qui était écrit sur la feuille de papier. La dame a demandé à Théodore de lui apporter de l'eau. L'article parlait d'un chevalier qui avouait que le simple fait de regarder Milady faisait battre son cœur plus vite, et fait de lui un otage de l'amour. Le majordome a assuré que tout allait bien, et que la plupart considéreraient cette histoire comme une absurdité. L'héroïne renaissante réfléchit à ce que cela signifiait vraiment. Cela ne vaut pas la peine d'y prêter attention, car il y avait beaucoup de rumeurs différentes dans les journaux. Le gars s'est approché de madame et l'a informé qu'elle avait reçu une lettre. Théodore demanda si la dame souhaitait le lire à ce moment-là. Souriant, l'homme dit que c'était une lettre tout à fait ordinaire. La sorcière fut un peu décontenancée lorsqu'elle réalisa que la lettre était une invitation à un goûter de la part de la princesse Dolores. La jeune fille avait prévu d'y aller par souci de décence. Elle était impatiente de voir de ses propres yeux le principal méchant qui causait tant de problèmes à son client. Le majordome a remarqué que la dame était très fiable. Souriante, la jeune fille dit qu'elle était tout à fait apte à devenir générale. Sherry a demandé au gars d'envoyer un homme au magasin de vêtements pour en acheter des prêts à porter. La fille a dit que Manny pouvait la contacter en cas de problème. La sorcière se préparait déjà à voir la terrifiante princesse en personne. Elle réalisa qu'avant de venir, elle devait préparer un serviteur qui la protégerait. Les ouvriers ont dit à la dame qu'ils attendaient son arrivée. Les filles étaient ravies qu'elle aille au goûter de la princesse. Les couturières étaient flattées que la dame se rende au goûter en portant une tenue de leur boutique. La dame a commencé à annoncer les règles. La jeune fille a demandé de ne pas voler les sous-vêtements d'Astor et de ne pas ramasser les cheveux de son fiancé. La sorcière a ordonné de ne pas dire aux étrangers ce qui se passait dans leur domaine. Une des filles a clarifié. La dame aimait-elle vraiment autant le duc? Les filles, embarrassées, commencèrent à parler entre elles. La dame leur a demandé de signer un contrat. Bientôt, des chats à l'apparence mignonne et à la fourrure douce ont sauté sur les genoux des ouvriers. Les couturières supposaient que ces animaux appartenaient à la dame. La fiancée du duc a déclaré qu'elle avait acheté ces animaux en vertu d'un contrat avec un magicien. La sorcière a prévenu les ouvriers que si une seule des règles était enfreinte, les chats se transformeraient en monstres et les mordraient. Le majordome a apporté une table avec du thé et des bonbons. La maîtresse du domaine a dit que si les filles aimèrent quelque chose, elles pouvaient le lui faire savoir. Les couturières ont demandé si elles pouvaient commander autant de ces produits qu'elles le souhaitaient. Souriant, le magicien dessinateur dit qu'elle avait assez d'argent. Pendant que les ouvriers savourèrent les douceurs, Sherry était perdue dans ses pensées. La fille a remarqué qu'il y avait beaucoup moins de tentatives. L'homme aux cheveux bruns ne pouvait pas croire que la sorcière n'avait plus besoin de lui, et qu'elle le jetterait simplement. Théodore salua le gentilhomme en s'inclinant et lui ouvrit la porte. Le gars, sans réfléchir, a demandé où était Sherry. Le majordome a expliqué que la jeune fille recevait des invités. Le duc fut un peu surpris d'apprendre cette nouvelle. Les couturières ont discuté de la robe qui conviendrait le mieux à la dame. Absolument tout lui convenait. La brune a suggéré qu'une robe argentée serait la meilleure pour Mia, car elle mettrait en valeur ses cheveux roux ardents. Le majordome rapporta au gentleman que sa fiancée avait invité la propriétaire du magasin et ses assistants au domaine. L'homme a dit que la princesse avait invité Sherry à un goûter. Le garçon a demandé au majordome de s'assurer que les invités étaient reçus correctement. Le majordome a signalé que Manny avait vu quelqu'un de suspect. Le serviteur remarqua un homme à la peau sombre à proximité du domaine. Avec une certaine prudence, le duc demanda s'il ressemblait à un guerrier du désert. Théodore a rapporté que l'étranger avait une sorte de tatouage sur le visage. Le gentilhomme ne comprenait pas ce qu'un homme du désert ferait dans l'Empire. Le majordome a suggéré de désigner quelqu'un pour s'occuper du mystérieux étranger venu du désert. L'homme a expliqué qu'en raison de l'apparence inhabituelle de l'étranger, il pourrait le rattraper assez rapidement. Le duc supposait qu'il avait un lien quelconque avec sa fiancée. Astor s'est rendu compte qu'il aurait été préférable de se renseigner à l'avance sur l'invité. Allongé dans la baignoire avec de l'eau chaude, il pensait à l'homme mystérieux du désert. Le duc regarda sa cicatrice. Le gaz était un peu déçu, se rappelant qu'il y avait eu sa seule bataille qui s'était terminée par un match nul. Tout ce qui entourait le combattant semblait avoir été effacé, ne laissant qu'un souvenir désagréable. Le regard de l'ennemi était comme celui de quelqu'un prêt à mourir d'ennui.
Le duc espérait sincèrement que l'invité inconnu du désert n'était pas la même personne que ce type. Aster ajusta ses luxueux cheveux blonds. Puis il se frotta la barbe. Je réfléchissais. Il s'est rendu compte qu'il avait réagi de manière excessive à la situation. Après avoir frappé à la porte, la jeune fille a demandé à son fiancé s'il dormait. La voix de Chérie s'adoucit lorsqu'elle dit qu'elle mourait d'envie de le voir. La fille a continué à l'appeler par des surnoms mignons. Couvrant son visage avec sa main, l'héroïne renaissante dit qu'il était trop beau. La mariée a demandé au duc où il allait. Le gars a dit qu'il allait au goûter de la princesse. La sorcière, embarrassée, demanda pourquoi le marié allait là. Le bel homme a assuré qu'il y était allé avec sa fiancée en guise d'escorte. Il a expliqué que s'ils y allaient ensemble, ils ressembleraient à des tourtereaux. Le gars a dit qu'il avait déjà fait ses bagages et qu'il pouvait partir. Chérie ne pouvait pas croire que son fiancé irait réellement au goûter. L'actrice a demandé pourquoi il n'avait pas été vu ces derniers temps. Le gars a dit qu'il était occupé parce qu'il avait besoin de découvrir quelque chose. Le duc a dit que cela avait aussi quelque chose à voir avec elle. Il a demandé si quelqu'un avait aidé la jeune fille alors qu'elle errait dans le désert. L'héroïne renaissante était un peu confuse, car la première apparition du 4e méchant avait eu lieu lors d'une vente aux enchères d'esclaves. La fille a dit qu'elle ne s'en souvenait pas. Chérie a demandé au marié pourquoi cela l'intéressait. En regardant par la fenêtre, le duc annonça qu'ils étaient déjà arrivés. En sortant de la voiture, le gars, comme un vrai gentleman, a tendu la main à sa bien-aimée. L'actrice embarrassée l'a remercié en l'appelant par plusieurs surnoms affectueux. Le duc a demandé qu'un seul surnom soit utilisé à la fois. La brune a demandé à M. Aster ce qui l'avait amené sur le territoire de ce domaine. Les filles espéraient qu'il viendrait les voir. Les femmes aristocratiques ont commencé à harceler le gars. Chérie sourit et décida d'essayer quelque chose. La sorcière dessina tranquillement une chenille et la jeta sur la robe de la blonde. La concurrente a commencé à se précipiter d'un côté à l'autre, suppliant qu'on lui retire les insectes. Se serrant contre la main du marié, elle dit qu'elle avait peur. La fille faisait semblant d'être très surprise qu'il y ait des chenilles dans le château de la princesse. Chérie devina que l'endroit n'avait pas été nettoyé correctement. La future duchesse a demandé quel genre de désordre il y avait dans le domaine de la princesse. La blonde en colère a dit qu'elle voulait demander ça à la fille. Le rival a rapporté que la chenille est apparue après l'arrivée de Mia. La brune a expliqué que la moquerie du château de la princesse n'était rien de plus qu'une insulte à la personne royale elle-même. S'appuyant sur l'épaule de son escorte, la sorcière dit qu'ils avaient fait une bonne balade, car elle et son amant avaient eu une matinée très chaude. Les filles ouvrirent simultanément la bouche avec surprise. Ils haletaient et gémissaient sous l'excès d'émotion qui les submergeait. La magicienne appuya sa tête sur l'épaule de Lazin. Elle a dit d'une voix enjouée que c'était lui qui ne voulait tout simplement pas la laisser partir. Elle regarda son compagnon avec des yeux plissés. Elle a demandé à confirmer ses propos. Il bégaya et assura que c'était exactement comme ça que cela s'était passé. Prenant son compagnon par le bras, la jeune fille dit au revoir à la dame. Souriante, elle souhaitait passer la première. Après avoir rencontré l'employé, je lui ai demandé où se déroulait le goûter. Il rougit et demanda à nouveau. Chérie reformule la question. D'une voix ferme, elle demanda où aller pour le thé. Le jeune homme baissa la tête. Il a demandé pardon à la dame de l'avoir trop regardé, mais elle y était habituée. Et pourtant, je voulais entendre la réponse à ma question. Le commis était toujours timide et bégayait. Il indiqua de la main la direction où l'invité devait se rendre. Il marmonna quelque chose d'incohérent. Et derrière eux, les dames luttaient pour contenir leur rage. Chérie pensait que c'était une bonne chose qu'elle ne leur demande rien. Elle était contente d'elle-même. Tout s'est bien passé. Ses yeux bleus brillaient alors qu'elle regardait son partenaire. Mais pour une raison quelconque, Lazing était bouleversée. La fille ne pouvait pas comprendre ce qui avait provoqué cela. Elle supposait qu'elle n'aimerait peut-être pas ce serviteur. Chérie l'appela par son nom, le sortant de sa rêverie. Elle l'a remercié de l'avoir amené ici. Le jeune homme a répondu qu'il faisait des choses naturelles. Le magicien sourit. Elle lui a assuré qu'il était désormais temps pour lui de partir. C'est ici que commençait le territoire des femmes. L'archiduc a rappelé qu'il serait à proximité si quelque chose arrivait. Et elle pouvait appeler au pouvoir en criant fort. La fille rit en réponse, prenant ses paroles comme une blague. La sorcière était heureuse d'avoir enfin rencontré cette personne. Devant elle se trouvait la méchante numéro 2, Diolès Adélatéran. S'inclinant en signe de révérence, la jeune fille salua joyeusement son Altesse la princesse. Elle a rendu l'appareil. Elle a demandé si l'invité aimerait collectionner des poupées comme elle. Chérie se souvient que dans le roman, la princesse était qualifiée de collectionneuse de poupées.
Elle jouait avec les sentiments des hommes et organisait des fêtes pour les femmes afin de jouer avec elles comme avec des poupées. L'invité a assuré en riant qu'elle avait été obligée de refuser. Puis Adela a invité la fille à devenir sa poupée. La princesse a généreusement donné beaucoup d'opportunités à ses poupées. Mais Chérie a également refusé. La sorcière aux cheveux roux expliqua son refus en disant qu'elle était trop belle pour être appelée ainsi. Les invités à la fête furent surpris et serrèrent les poings de colère. Mais la princesse a transformé tout cela en blague. Elle dit en riant que la dame était la première à la refuser si simplement. Adela continua de rire. Souriante, elle a qualifié le comportement de la jeune fille d'arrogant. La sorcière accepta les louanges avec une révérence et un sourire. La princesse fit un effort pour arrêter de rire. J'ai essuyé mes larmes. Elle a annoncé sa décision de placer l'invité à côté d'elle à la table. Des mots de gratitude ont été exprimés en réponse. Bientôt, Chérie était assise à la table. Son Altesse a demandé quel était le nom de la dame. Titania Oberon a répondu à l'invité. Adela a demandé à nouveau. Elle a déclaré qu'un tel nom de famille ne figurait pas parmi les familles nobles impériales. La dame a assuré que la princesse n'avait pas besoin de savoir que sa famille était petite et faible. L'hôtesse de la fête a suggéré que la mère de la dame était une femme magnifique. Elle a assuré qu'elle n'oublierait jamais une dame digne de la place de sa mère. La princesse adorait les énigmes. Née génie, il n'y en a jamais eu un qu'elle n'ait pas compris. Et la vie a commencé à perdre son sens pour elle. La dame était surprise d'être devenue un nouveau mystère. Adela a confirmé. Elle a demandé de ne pas la laisser résoudre le problème rapidement. Après tout, j'aimerais en profiter le plus longtemps possible. Son Altesse avait de l'espoir pour Lady Oberon. La fille a remercié la princesse. Elle le remercia en retour. L'invitée a été surprise que son futur marié soit si populaire. Et même s'il n'avait pas encore eu de mariage, elle croyait que tout se passerait bien. Elle s'intéressait donc aux femmes qui montraient un intérêt particulier pour son mari. Je supposais que la princesse était bien consciente de cela. L'un des invités à la fête s'est montré indigné. Elle serra le poing et le frappa sur la table. Et elle considérait comme déshonorant d'appeler quelqu'un son mari avant même d'être mariée. Chérie était surprise d'avoir réellement dit ça. En riant, elle a assuré qu'elle-même ne l'avait pas remarqué. Et elle a partagé qu'elle et Astrum se faisaient souvent ça. « Ah, ils m'ont appelée seule, c'est pour ça que ça a éclaté. » La princesse a admis que Lady Oberon était la véritable propriétaire. Elle se considérait comme une véritable envahisseuse. L'invité a demandé en riant de ne pas faire d'elle un animal en peluche. Après tout, si une telle beauté est privée de vie, l'humanité perdra beaucoup. La princesse a exprimé qu'elle aimerait son personnage. Et elle a demandé à l'invité de faire quelque chose de gentil. Elle a dit qu'elle allait généreusement tout lui pardonner. Lady Oberon a promis de surprendre certainement la princesse. Elle a assuré que son ennui disparaîtrait instantanément. Notre héroïne pensait avoir produit l'effet désiré. Le deuxième objectif du projet de préservation de la vie a été atteint. La princesse a mordu à l'hameçon de la curiosité. Le soleil se couchait, peignant la nature avec les couleurs dorées du coucher de soleil. La voiture roulait régulièrement le long de la route, longeant des espaces verts. L'archiduc s'enquit de la façon dont s'était déroulée la fête. Chérie a assuré qu'elle avait passé un très bon moment là-bas. Elle a dit que la princesse s'est avérée très intéressante et que sa personne attirait l'attention de son Altesse. Aster était surpris. L'objectif de l'archiduc était de faire perdre tout intérêt à la princesse pour son partenaire. Il l'a dit d'une manière menaçante. Chérie a assuré que s'il attachait la princesse à lui, Aster lui-même serait beaucoup plus à l'aise. Et moi-même, je croyais que cela serait bénéfique. Maginia s'intéressait au journal de l'Empire qui avait le plus grand potentiel, mais pour qu'il ne soit pas trop grand, pour que les jeunes puissent le lire. L'interlocuteur a conseillé de considérer Terra Navos avec de telles demandes. C'est ce que nous avons décidé. Aster a demandé quelles étaient les prochaines étapes. La jeune fille savait que la presse était entre les mains de la princesse. Mais il y avait aussi ceux qui ne voulaient pas se soumettre aux autorités. C'est pour ça que ça valait la peine de les prendre. Chérie allait offrir au journal le monopole de la publication officielle de leur histoire d'amour. Les autres journalistes n'auront alors qu'à deviner. Et avant Terra Navos, le couple pourrait organiser un rendez-vous spécial. Et puis Terra Navos imprimera sa chronique et les gens achèteront son journal. Et quand tout fonctionnera bien, le nombre de lecteurs augmentera, et avec lui l'influence sur les masses. Aster a conclu qu'elle allait vendre la vérité. La jeune fille était sûre que dans ce cas, ceux qui n'avaient accès qu'aux rumeurs passeraient à l'arrière-plan. L'archiduc fut surpris que Chérie soit si bien informée sur les relations entre les gens. Et elle savait même en profiter. Aster a suggéré qu'il ne serait pas facile pour un homme issu d'une famille paysanne d'avoir une telle idée. La jeune fille ne comprenait pas quelle différence cela faisait de savoir à quelle famille elle appartenait.
Cela n'a pas empêché le chasseur de la poursuivre. Le majordome rencontra le monsieur et le salua. Aster fit signe au serviteur de rester silencieux. En voyant la dame endormie dans la voiture, j'étais sur le point d'appeler Maynor. Mais l'archiduc l'en empêcha. Aster allait lui-même porter la fille endormie. Je me suis dit que je porterais la belle jusqu'au lit. J'avais peur de lui faire souffrir. J'ai douté de moi. J'admirais et tremblais à la proximité de son corps. C'est Aster qui a choisi le célibat. Mais il ne voulait toujours pas permettre à quelqu'un d'autre de porter la dame. Après l'avoir allongée sur le lit, il commença à la couvrir soigneusement. L'archiduc était déjà sur le point de partir. Mais la sorcière endormie l'attrapa par le bord de ses vêtements. Je lui ai demandé de ne pas partir. Il pensait que la fille voulait se faire masser les pieds. Mais en même temps, je ne voulais pas la réveiller. Je réfléchissais à une méthode. Mais il fut interrompu par le majordome qui entra soudainement. Je voulais faire rapport sur l'enquête qui avait été ordonnée précédemment. Et une fois la dame endormie, il pouvait la laisser. Cet homme est apparu dans la capitale récemment. Il fréquentait les bars et les hôtels bon marché et montrait un intérêt inhabituel pour les journaux. Aster a conclu que cette personne pouvait lire la langue locale. L'assistant a suggéré que l'étranger pourrait être du peuple Ram. Le monsieur a nié. Après tout, il aurait pu venir de Kun. Il s'agissait de peuples qui errèrent dans le désert et qui étaient divisés en plusieurs dizaines de groupes. Bien sûr, parmi eux, il y avait des groupes forts avec un grand nombre de personnes vivant à proximité des oasis. Les peuples de Ram et de Kun étaient exactement comme cela. Les traits distinctifs du gars comprenaient des cheveux noirs, des yeux écarlates et un tatouage sur la joue. Aster a supposé, en se basant sur la couleur de ses cheveux, qu'il venait de Kun. Le tatouage était le signe d'un guerrier. La cicatrice sur sa poitrine palpitait. Outre le jour où l'homme a été remarqué par Maynor, l'étranger a également été vu errant dans le domaine d'autres jours. Le témoignage du propriétaire de l'hôtel où l'inconnu a passé plusieurs nuits a été recueilli. C'était comme s'il cherchait quelque chose, car il lisait les journaux tous les matins. Aster se souvint comment, en réponse à sa question sur le désert. La fille marmonna quelque chose d'inaudible et changea de sujet. Et elle a également demandé qui était le duc Shubaiden. Il a supposé qu'il pourrait y avoir une sorte de lien entre ces individus. Et j'ai décidé de le rencontrer en personne. En pensant à cette rencontre, pour une raison quelconque, tout à l'intérieur de l'archiduc semblait tourner sans raison particulière. Il a demandé qu'une surveillance soit mise en place pour l'instant. Chéri s'est réveillée dans son lit. Les rayons du soleil passaient à travers les fenêtres ouvertes. La fille s'étira de plaisir. J'ai bien dormi. Et pourquoi chaque fois qu'elle sortait quelque part, elle dormait toujours si profondément? Elle a remarqué qu'elle n'avait même pas changé de vêtements. Aujourd'hui, il faut appeler la servante, qu'elle dessine avec diligence depuis tout ce temps. Je voulais appeler quand tout le monde serait réuni. Mais d'abord, un bain. Chéri portait la toile dans ses mains. Les talons des chaussures claquaient sur le sol. La robe bleue soulignait la grâce et la beauté. La fille est entrée et m'a souhaité le bonjour. L'archiduc fut surpris de voir la jeune fille. J'ai fait une remarque. J'avais peur qu'elle ait attrapé froid. Chéri rit joyeusement. Elle ne pouvait pas tomber malade. Après tout, c'était le printemps maintenant. Elle nous a suggéré de regarder ce qu'elle avait apporté. La toile représentait une servante en uniforme strict et un bonnet blanc sur les cheveux. Le visage était impossible à distinguer. L'homme a aimé le dessin. Le majordome et Théowald étaient ravis de revoir leur maîtresse. Chéri a admis qu'elle voulait leur montrer quelque chose d'incroyable. Elle a demandé de fermer la porte et les fenêtres. Elle voulait vraiment montrer à tout le monde à quel point elle était capable. Elle a prononcé des bêtises. Je viens de dire le premier sort qui m'est venu à l'esprit. Elle a fait un signe de la main. Une jeune fille qui venait d'être représentée dans le tableau est apparue devant les personnes présentes. La servante était vêtue d'une robe uniforme et d'une casquette. Les yeux fermés. La sorcière toucha la tête du serviteur créé. Elle m'a ordonné d'ouvrir les yeux. Elle a obéi. Elle ouvrit grand les yeux et regarda son créateur. La servante s'approcha de la sorcière. Ses bras s'enroulèrent autour de sa maîtresse. Des émotions de bonheur et de gratitude ont envahi la servante dès le premier instant de leur rencontre. La fille a salué l'hôtesse. Elle a demandé de lui donner un nom. Elle a dit qu'elle était née juste pour elle. Et je voulais lui demander un nom. Chéri a nommé la fille Juliette. Elle a dit qu'elle aurait désormais recours à une femme de ménage. La femme de chambre aimait vraiment le nom. Elle a remercié sa maîtresse pour cela. Ceux qui ont observé cela ont été surpris. Une fille créée comme une vraie personne. Le majordome était ravi. Avant sa mort, il a réussi à avoir un événement sans précédent. La sorcière ordonna à Juliette de prendre soin du marié comme elle aurait pris soin d'elle-même.
Et pour améliorer les relations avec Theobald et Maynor, la servante s'est conformée aux exigences. L'archiduc admirait le fait que la servante ne le trahirait plus jamais. Elle ne regardait que son créateur. Et elle obéit aux ordres de la fille sans poser de questions. L'homme se tourna vers Chéri. Il l'a avertie d'être prudente. Après tout, la fille possédait quelque chose de trop rare et de trop précieux. Sa fiancée Harry. Elle a admis que tout allait bien. Avant de mourir, elle la tuera aussi. Aster était étonné par ce que la fille avait fait. L'homme réfléchit. Il croisa les mains devant lui. Ses yeux brillèrent. Cette création est un territoire divin. L'archiduc pensait aux magiciens de la peinture. La plupart d'entre eux n'avaient aucun talent pour le dessin. Mais le talent de la jeune fille pourrait attirer sur elle une attention indésirable. Chéri savait qu'elle était douée en dessin, bien sûr. Mais qu'en est-il de la vraie Chéri? Elle a été surprise par les paroles de l'homme. Le blond se leva de sa chaise. Il ferma les yeux. Il admit que, bien sûr, la fille aurait pu parfaitement gérer la situation elle-même. Chéri sourit et se tourna vers l'archiduc. Elle a demandé quand il pourrait aller à Terra Navos. L'homme regarda attentivement la mariée. Il a dit qu'il avait déjà tout réfléchi. Chéri était très curieuse de savoir ce qu'il faisait. Le blond sourit. Il a déclaré que la jeune fille pourrait bientôt tout savoir. Et il avait aussi besoin de lui dire quelque chose. Il a admis qu'ils avaient arrêté ces marchands d'esclaves. Dans quelques jours, la jeune fille devra témoigner au tribunal. Chéri ne se souvenait plus vraiment de rien. Elle était heureuse que son témoignage ait déjà été enregistré à ce moment-là. Elle répondit aux paroles de l'archiduc par son consentement. Et Aster a également suggéré d'aller faire une promenade après l'audience. Il y avait une jolie ruelle à côté du palais de justice. C'était un endroit idéal pour se détendre. Chéri était très heureuse. Un sourire satisfait apparut sur son visage. Bien sûr, cela ne la dérangeait pas. La fille a trouvé que c'était très bien là-bas, puisque c'est le marié lui-même qui le lui a proposé. La sorcière voulait déjà s'y rendre au plus vite. Le majestueux palais de justice s'élevait dans les nuages. Des colonnes de marbre soutenaient de gracieux balcons. C'était intéressant de voir comment le jugement a eu lieu dans ce monde. Chéri regarda l'impressionnante structure avec appréhension. Elle savait qu'il serait préférable de ne pas s'approcher du palais de justice. L'archiduc a donné le numéro de l'affaire. 429-20. Il a dit qu'ils étaient revenus pour témoigner. Le commis les invita à le suivre. Aster a admis qu'il avait besoin d'aller se préparer. Il suggéra à la sorcière de rester où elle était. Au moment de partir, l'accompagnatrice lui expliquera tout. À l'intérieur du palais de justice, la magie était bloquée. Maintenant, Chéri comprenait pourquoi l'homme lui avait dit ce matin-là qu'elle n'avait pas besoin d'emporter du papier et des pinceaux avec elle. La sorcière suivit l'archiduc du regard. Je me demandais où il était allé. Était-ce vraiment une salle de conférence? L'employé a proposé d'accompagner la jeune fille chez elle. Chéri se demandait ce qu'elle devait faire. Peut-être aurait-elle dû lire le journal pendant qu'elle attendait. La fille s'est assise sur un canapé doux et confortable. J'ai pris la presse dans mes mains. Un article sur la chute du prix des rubis a attiré mon attention. Comparé aux rumeurs d'amour, le journal contenait beaucoup d'informations sur Chéri elle-même. La fille a décidé de leur pardonner pour cela. L'employé tenait une boîte contenant un masque facial. Il a demandé à la dame témoin de le mettre et de passer par une certaine porte. La fille a accepté. Il devint alors clair que cette porte mystérieuse était l'entrée de la salle d'audience. Elle mit un masque sur son visage et entra dans la pièce spacieuse. J'ai remarqué qu'il y avait des gens à genoux au centre de la salle. Leur visage disait « Je suis un marchand d'esclaves ». J'ai décidé d'examiner de plus près qui était le juge. La surprise de la jeune fille ne connaissait pas de limite. Elle a même légèrement ouvert la bouche. Son fiancé, Astor, était assis dans le fauteuil du juge estimé. La fille était choquée. Chéri regarda fixement le juge. Elle a été agréablement surprise. Waouh! La sorcière n'arrivait même pas à y croire. Aster est-il vraiment un juge? L'archiduc avait un air très sévère. Il regarda la fille attentivement. Le regard n'exprimait rien. L'officier du tribunal tenait dans ses mains un dossier rempli de documents. Il a été annoncé que c'était le tour du témoin suivant. Plusieurs hommes étaient ligotés dans la salle d'audience. On a demandé à Chéri d'observer attentivement les visages des personnes devant elle. La sorcière dit qu'elle les reconnaissait. On lui a demandé si elle en était sûre. La fille était absolument sûre de ses paroles. 3 lectures correspondantes ont été obtenues. L'employé a demandé que la peine de mort soit prononcée contre les criminels. Chéri se demandait si c'était vraiment aussi simple. La voix résonnante du juge en chef résonna dans le silence retentissant de la salle. Il s'est levé de son siège. Il était prêt à annoncer sa décision. L'article 8 du Code prévoyait la peine de mort pour la traite des esclaves.
Le sort des deux accusés était décidé. Ils ont été condamnés à mort. La sorcière attendait l'archiduc après l'audience dans une salle spacieuse. La jeune fille admirait son marié. Il était à la fois sexy et intelligent. Elle admirait et se demandait comment la robe noire d'un juge pouvait si bien convenir à l'archiduc. Son cœur battait à tout rompre. La fille rougit même un peu de plaisir. Elle était ravie. Je voulais comprendre ce qu'elle devait faire maintenant. Aster s'approcha silencieusement. Il regarda la fille. Je lui ai demandé si tout allait bien. Sherry s'éclaircit la gorge. Elle m'a demandé de ne pas m'inquiéter. L'homme soupçonnait que la sorcière était probablement mal à l'aise. Merci d'avoir attendu. Le blond tendit la main à sa fiancée. Il a suggéré d'aller se promener pour tromper l'ennui. La fille n'a pas réfléchi longtemps. Les cerisiers en fleurs laissaient tomber leurs pétales délicats sur le chemin. Sherry et son compagnon marchaient lentement le long de l'allée. Ils étaient entourés d'une beauté incroyable. La fille a demandé à Aster depuis combien de temps il était juge. L'archiduc était surpris. Ne savait-elle vraiment pas? La fille n'avait aucun moyen de le savoir. L'homme regarda la fille. Je me suis excusée. Il a dit que ceux qui l'entouraient connaissaient chaque petit détail à son sujet. Il a donc décidé qu'elle savait tout aussi. Sherry a tout résumé. Il s'est avéré que c'était l'archiduc Shubaiden, chef de l'ordre chevaleresque et juge. L'homme la corrigea. Pour être plus précis, il était le juge suprême. Il a admis que, selon la loi, le poste de juge suprême ne peut être occupé que par une personne de la famille Shubaiden. La sorcière était surprise. Ah, c'est comme ça. La famille Shubaiden possédait le sang du dieu du soleil, ce qui leur conférait justice et perspicacité. S'il avait un frère, il partagerait le pouvoir. Mais il était le seul. J'ai pensé qu'il aurait valu la peine d'exécuter les voleurs plus tôt. Je me suis excusée. La fille a demandé de ne pas s'inquiéter. Tous ses sentiments s'étaient déjà apaisés. Les cerisiers en fleurs peignent le parc de doux tons roses. Les pétales tourbillonnèrent dans l'air comme de la neige. Le ciel brillait d'un bleu profond au-dessus des ruelles. De façon inattendue, même pour elle-même, elle a dit qu'elle était très heureuse. Son compagnon regarda la fille. Était-elle vraiment heureuse? Sherry a confirmé. Elle a demandé si son compagnon était malheureux. Le temps était magnifique. L'homme réfléchit. Le bonheur alors. Il n'y avait jamais pensé comme ça. La sorcière se retourna brusquement. L'ourlet de sa robe s'est soulevé. La jeune fille exigea qu'Aster admette rapidement que lui aussi était heureux. L'homme était perplexe. Le bonheur alors. Il regarda attentivement sa fiancée. Sherry le pressa. Elle lui a demandé d'avouer rapidement. Aster doit répondre. Était-il heureux? La sorcière était furieuse. Elle croisa les bras sur sa poitrine. Il faut dire qu'il est heureux. Ce n'est qu'alors que le bonheur viendra. La fille tendit la main vers Aster. Si l'archiduc a du mal à dire cela seule, elle peut l'aider. Elle a souri. Elle a promis de le faire pour lui et il serait heureux. Elle a dit que Aster soit heureuse. J'étais sûre qu'il serait heureux. Et tout ça parce que la sorcière va certainement le rendre comme ça. Jusqu'à la fin de leur promenade, l'archiduc n'a jamais dit qu'il était heureux. Le vent jouait avec les branches roses des cerisiers en fleurs. La nature a créé une image magique. L'air était rempli du doux parfum des fleurs. Pour une raison quelconque, Sherry pensait que le marié était de bonne humeur. Le chef de Terra Navos était très excité. Les mains tremblantes, il tenait le papier avec le message. Interrogé sur son appareil photo, il a ordonné qu'on l'apporte immédiatement. Nous avons trouvé tout de suite ce dont nous avions besoin. La question suivante concernait son manteau. Le manteau lui fut également remis à la hâte. Les employés parlaient entre eux. Qu'est-il arrivé à ma tête ce matin? Ils étaient perplexes. Quel genre de lettre l'a tant bouleversé? L'homme s'adressa à ses subordonnés. Il m'a demandé de ne pas aller nulle part aujourd'hui et de le suivre. Averti d'une énorme sensation. Le bâtiment blanc comme neige dominait les ruelles bien entretenues. Les colonnes de marbre scintillaient au soleil. Les journalistes ont suivi de près ce qui se passait. Ils ont pris des notes dans leurs cahiers. L'archiduc porta avec précaution la fourchette contenant la friandise aux lèvres de la mariée. Les joues de Sherry se teintèrent d'un léger rougissement d'embarras et de plaisir. Aster a complimenté la fille. J'ai remarqué qu'elle était belle quand elle mangeait. Le blond se plaignait que sa fiancée était irrésistible même en mangeant. L'arôme délicat et le goût exquis des plats ont amené la jeune fille à exprimer sa reconnaissance ravie. Elle a dit au marié que la friandise était incroyablement délicieuse. Sherry a pris sa fourchette. J'ai piqué un petit morceau de viande. Elle le porta aux lèvres de l'archiduc. Je lui ai suggéré de l'essayer aussi. La friandise a disparu dans la bouche d'Aster. Comme prévu, les Terra Navos accoururent immédiatement après avoir reçu l'offre de l'archiduc.
L'homme a suggéré de publier toutes les nouvelles et même les interviews uniquement en Téhéran. Pour eux, c'était une excellente occasion de se débarrasser de la princesse et de son soutien. Mais ils semblaient très surpris. Nous n'avons même pas essayé une bouchée du délicieux menu proposé. Et cela ne pouvait pas être autorisé. Sherry a décidé qu'elle devrait finalement s'absenter un moment. Elle m'a demandé d'inventer quelque chose pour quand les journalistes demanderaient une interview au marié. L'homme a accepté. La sorcière se tourna vers la servante. Elle a appelé pour la suivre. La servante accepta docilement de suivre sa maîtresse. Bloomberg a observé la sorcière. En passant devant les journalistes, la jeune fille anticipait la sortie de l'article du lendemain. Sherry tenait ses paumes sous le robinet. L'eau chaude lui a lavé les mains. La fille était satisfaite. Tout s'est bien passé. La sorcière a remarqué que tout se passait bien. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Eh bien, la vie pourrait-elle vraiment être aussi parfaite? Et elle avait un beau visage. Comment les plans peuvent-ils être si parfaits? La femme de chambre était ravie. J'ai partagé l'opinion de la dame. Les deux filles étaient tendues. Ils ont entendu du bruit. Y a-t-il vraiment une attaque et je dois courir à nouveau? Cela semblait être quelque chose d'urgent. Était-il nécessaire de vérifier? Juliette s'inquiétait pour sa maîtresse et sa sécurité. La fille a suggéré de regarder d'abord. La sorcière accepta. La femme de chambre ouvrit brusquement la fenêtre. J'ai regardé dehors. Les yeux de Sherry s'écarquillèrent de surprise. Il y avait un homme debout sous la fenêtre avec un tatouage sur le visage et une capuche sur la tête. Tout le monde pouvait dire qu'il était très méfiant. La fille pensait qu'il valait mieux ne pas s'en prendre à lui. Il fallait fermer la fenêtre rapidement. Sherry a déjà pris sa décision. Mais elle entendit l'étranger prononcer son nom et fut stupéfaite. La fille s'est excusée pour sa longue absence. Elle ne voulait pas du tout le faire attendre. J'avais peur que toute la nourriture soit déjà froide. L'homme s'est inquiété. Nia était pâle, comme si elle avait vu un fantôme. On lui a demandé si elle allait bien. La sorcière s'inquiétait de son teint. L'archiduc regarda attentivement sa fiancée. Je ne croyais pas à ces paroles selon lesquelles tout allait bien. La sorcière se rendit compte qu'elle avait mal agi. Elle murmura à l'oreille du marié qu'ils auraient dû parler dans la voiture. Pour ce faire, ils devaient s'échapper le plus rapidement possible. L'archiduc écouta ces paroles. Ils ont décidé que c'est ce qu'ils feraient. Il a reculé la chaise. Je me suis levée de table, j'ai touché la fille. Il leur a informé qu'il était temps pour eux de partir. Sherry était surprise. Depuis quand le toucher est-il devenu si courant? La jeune fille leva son visage embarrassé vers son marié. Et pourtant, la sorcière ne pouvait s'empêcher de penser. Qui était l'homme qu'elle et la servante avaient revu à la fenêtre? Quand ils montèrent dans la voiture, Aster se tourna vers la fille. Selon lui, il était temps de lui dire ce qui s'était réellement passé. Sherry savait qu'il n'était certainement pas à l'intérieur. Mais elle ne comprenait pas ce qu'elle avait besoin de dire. Elle a commencé son histoire lentement. Elle a admis que lorsqu'elle était aux toilettes, un homme a frappé à la fenêtre de l'extérieur. L'interlocuteur était surpris. J'ai remarqué que c'était très bien que Juliette soit à côté d'elle. La fille était d'accord avec sa remarque. Elle a dit que, de manière inattendue, cet homme l'a appelée par son vrai nom. L'archiduc se tendit. J'ai regardé Sherry attentivement. J'ai remarqué que la fille avait dit auparavant que sa mémoire ne lui était pas encore complètement revenue. La sorcière a confirmé que c'était exactement comme cela que cela s'était passé. Aster réfléchit. La fille n'a même pas essayé de le récupérer correctement. Elle ne semblait pas le vouloir. J'ai demandé la raison d'une telle réticence. La voiture roulait sur la route. La sorcière a admis qu'elle vivait plutôt bien maintenant. Alors avait-elle besoin de retrouver ses souvenirs? Le puissant cheval hennit soudainement bruyamment et se cabra. La servante réussit à la prévenir en criant à sa maîtresse de faire attention. Sherry était perdue dans des pensées anxieuses. C'était trop calme ces derniers temps. Serait-ce vraiment possible que ce soit encore les assassins? Soudain, ils se retrouvèrent sur la route. L'archiduc prit sa fiancée dans ses bras. Il m'a assuré qu'il ne s'agissait pas de tueurs à gages. Un homme mystérieux se tenait devant eux. Aster a exigé une explication. En tant que chef de l'ordre chevaleresque, il avait le droit d'arrêter l'étranger en fonction de sa réponse. L'homme ignora les paroles de l'archiduc. Il regarda attentivement la sorcière. Son attention fut attirée par l'expression de son visage lorsqu'il l'appela par son nom. Il a dit qu'il se souvenait de l'aversion de Sherry pour les voitures. Il lui rappelait une cage. C'est pourquoi il a détruit la voiture. J'étais sûre qu'elle avait été mise là par la force. De plus, j'espérais que la fille s'amuserait. J'ai remarqué que c'était trop ennuyeux ici. Et elle a toujours aimé le divertissement. Sherry est devenue nerveuse. Elle pensait que cet inconnu n'était qu'un harceleur. Mais il s'est avéré qu'il était un véritable fou. Les yeux rouges de l'étranger brillèrent.
Il a dit qu'il n'avait pas vu la fille depuis très longtemps. N'était-elle vraiment pas heureuse de le voir? La main tendue de l'homme se figea dans l'air. Il se tourna vers la fille. Il leur a suggéré de retourner dans leur paradis. Aster s'est enflammé. Il s'est exclamé. Quel genre de bêtises l'étranger disait-il? La sorcière a remarqué que son fiancé était très en colère. Elle s'accrocha à l'archiduc par peur et se cacha derrière son dos. Elle a dit que l'étranger l'avait simplement prise pour quelqu'un d'autre. Elle a dit que son nom était Titania. Mais l'homme en noir a accusé la fille de mentir. La sorcière a insisté sur le fait qu'elle était la fille illégitime du vicomte Oberon. Et je ne savais pas qui était Chéri. L'étranger a demandé pourquoi la fille continuait à prétendre qu'ils ne se connaissaient pas. Seules paroles sur ce qui se passerait si elle ne le connaissait pas restèrent inachevées. Chéri s'exclama avec colère qu'il devait alors montrer son visage. Parce qu'il l'a caché. Comment peut-elle deviner qui il est vraiment? L'étranger se demandait. Se pourrait-il qu'elle ait réellement perdu la mémoire? Si c'était une blague, ce n'était pas drôle du tout. L'homme a jeté sa capuche. Il lui montra son visage qu'elle avait tant aimé auparavant. Il lui a demandé si elle ne se souvenait toujours pas de lui. La sorcière, bien sûr, ne pouvait pas se souvenir de tout. Mais elle a admis que l'homme était beau. Mais l'archiduc le reconnut. Il a dit qu'il le reconnaissait. L'archiduc reconnut l'étranger. Kun Gaïcha. C'était le premier laculme du peuple Kun. Le blond demanda d'un air moqueur si son interlocuteur avait fait une erreur. Tatouage sur le visage, yeux écarlates et cheveux noirs. Il avait vu ce visage depuis longtemps. Mais rien n'a changé. Il est le seul à avoir pu blesser Aster à un moment donné. Le blond se souvenait de leur dispute. Il a admis que son interlocuteur était la seule personne capable de se protéger de son épée. La sorcière se rappela que le roman parlait de la terrible blessure d'Aster, reçue à la guerre. Serait-ce vraiment lui qui avait fait ça? Et même en mentionnant le 4e méchant. L'archiduc demanda pourquoi il était soudainement apparu ici. Il n'a pas vu Gaïcha même pendant la guerre, à laquelle sont arrivés tous les peuples du désert. La sorcière a essayé d'en savoir plus sur les peuples du désert et de la Culme. Elle demanda à l'archiduc si l'étranger pouvait vraiment être plus fort que son fiancé. Entre l'Empire Terran et les autres pays, il y avait un désert. Et autour de l'oasis vivaient différents peuples. Parmi eux, Kun et Ram sont les principaux. Et le mot laculme dans leur langue signifiait guerre. Leur interlocuteur était le plus fort parmi les laculmes du peuple Kun. L'étranger toucha son oreille de manière démonstrative. « Je n'ai pas compris de quoi tu parlais. » Il a fait comme si c'était bruyant pour lui. Se plaignit que l'archiduc faisait des histoires. Le blond décida de clarifier. Cela signifiait-il que son interlocuteur ne se souvenait pas de lui? L'étranger a rapporté qu'il l'avait vu à côté de Chéri. J'ai entendu des blagues sur leur fiançailles. La brune restait immobile. Son regard était fixé sur la fille. Chéri regarda également l'étranger. L'homme sourit. Il suggéra que si la sorcière voulait rester ici, alors laissez-la le faire. Il a demandé de ne pas le faire attendre trop longtemps. Chéri n'a pas eu le temps de répondre. De façon inattendue, l'interlocuteur a déclaré qu'il serait toujours là. Il a demandé de ne pas l'oublier. Il a admis qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. J'ai dit quelques mots d'adieu. Il a promis de se rencontrer bientôt. Disparu aussi soudainement qu'il est apparu. Chéri était perplexe. Comment a-t-il pu partir comme ça? L'archiduc se figea. Le marié n'a pas dit un mot. L'atmosphère est devenue plutôt gênante. La sorcière se demandait quel genre de relation Kun Gaïchu avait avec la 4e méchante, puisqu'il était si doux avec elle. La sorcière réfléchissait. Je passais en revue les options. J'ai imaginé qu'ils avaient peut-être traversé le désert ensemble. Ou alors nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre là-bas. Je me demandais si la relation entre l'archiduc et Gaïcha était également tirée du roman. La fille a aimé ça. Elle pensait que c'était cool. La sorcière tourna son attention vers la route. Il y avait une voiture qui était garée là. Leur véhicule a été détruit. Elle ne comprenait pas comment ils allaient revenir maintenant. Chéri s'adressa poliment au marié. J'ai demandé comment ils pouvaient rentrer chez eux. Je n'ai pas attendu de réponse. Elle appela à nouveau l'archiduc par son nom. Le ciel au-dessus de leur tête était lumineux et le soleil brillait. Il y avait du silence tout autour. Le marié ne lui a pas répondu. Aster fixait un point sans cligner des yeux. La jeune fille appela à nouveau l'archiduc par son nom. J'ai essayé de le sortir de son état de réflexion. Le blond se redressa. J'ai demandé à la fille ce qui s'était passé. Chéri a insisté pour qu'il rentre chez eux. Aster lui attrapa la tête. Je me suis excusée auprès de la fille. Il est convenu que c'est ce qui devrait être fait. Il a dit qu'il avait décidé d'appeler le ballon. La sorcière poussa un cri d'impatience. Elle ne savait pas ce qu'était un ballon. Les modèles réduits d'avions me sont venus à l'esprit.
Une structure intéressante planait au-dessus d'eux. L'archiduc était parfois suivi illégalement alors qu'il pilotait cet appareil. C'est pourquoi il ne l'a pas encore appelé. De retour en ballon, Aster a immédiatement contacté Terra Navos et signalé l'attaque. Le responsable de la publication souhaitait savoir s'il savait quelque chose sur le voleur. Selon l'archiduc, l'agresseur ressemblait à un guerrier du désert. Cela signifiait-il que Terran était à nouveau en danger? La réponse était négative. Mais même si tel était le cas, l'archiduc Shubaiden serait certainement capable de protéger Terran. La sorcière buvait du thé dans une tasse en porcelaine. J'ai demandé combien de journaux ont été vendus hier. Le responsable de la publication hésitait. Il semblait qu'il ne voulait pas l'admettre. Il s'est avéré que pour la première fois dans l'histoire, ils ont tout vendu propre. La publication a réalisé des ventes complètes. Bloomberg était ravi. Sherry a offert une friandise au directeur général du journal. Elle a demandé que la boîte soit remise aux travailleurs blessés. L'homme s'est intéressé à ce que c'était. Sherry sourit. Elle a dit que c'était un cadeau, parce qu'ils ont vendu tous les journaux. L'interlocuteur s'est réjoui de la bonne nouvelle. J'ai demandé comment la fille l'avait découvert. Maginia a admis que cela était tout à fait prévisible. J'espérais que les choses ne feraient que s'améliorer pour eux. Après tout, ce n'est pas la princesse qui soutient le journal maintenant, mais elle. L'homme était ravi du cadeau. Je ne l'ai pas quitté des yeux. La sorcière réfléchit un instant et décida qu'elle pouvait désormais progressivement arriver au but. Soudain, elle se tourna vers son interlocuteur, comme si elle se souvenait de quelque chose. Elle a admis qu'elle voulait demander quelque chose. Bloomberg était prêt à écouter. Sherry était assise sur un canapé confortable. Elle a demandé si le responsable de la publication avait en tête une terre fertile. L'homme hésita une seconde. Il demanda soigneusement si c'était généralement les nobles qui étaient les mieux informés sur le pays. La sorcière fronça les sourcils. Elle regarda attentivement son interlocuteur. Elle a dit qu'elle ne savait pas, c'est pourquoi elle a demandé. L'homme a admis qu'en règle générale, les terres fertiles se trouvaient dans les territoires du Sud. Mais ils avaient déjà des propriétaires. Il décida que c'était parce que prendre soin des terres attribuées par Sa Majesté l'Empereur était la tâche des nobles seigneurs. Sherry se demandait ce qu'il aurait pu dire à propos des terres inutiles à l'époque. L'interlocuteur a admis qu'on peut en apprendre davantage à leur sujet dans les livres fonciers du palais. D'après les maigres connaissances de Bloomberg, Evershaw était précisément une telle terre. Ils étaient à la frontière du désert. Les émeutes n'ont donc pas cessé. Il y a une dizaine d'années, le seigneur féodal de ces terres est décédé. Et maintenant, ces terres appartenaient au palais impérial. Sherry a sincèrement remercié son interlocuteur. Elle avait besoin de cette information. L'homme lui a demandé comment elle pouvait utiliser ces terres. Maginia a demandé s'il y avait un complexe hôtelier à Terran où toute la famille pourrait se détendre. Bloomberg y a réfléchi. Il ne savait rien de la station. La fille était ravie. Elle a dit que nous devions attendre. Il sera le premier à annoncer la nouvelle. Bloomberg les a remerciés et leur a demandé la permission de publier en exclusivité. Sherry a parlé des paiements de parrainage. Ils doivent être reçus immédiatement après avoir reçu l'approbation du ministère impérial des Finances. La sorcière réfléchit. J'ai pensé au fait qu'il y avait de la magie et des ballons ici. Je pensais que quelque chose comme ça pouvait arriver aussi. Sherry ferma les yeux et imagina une pluie de pièces d'or. J'ai rêvé que c'était une véritable mine d'or. Vous pouvez maintenant détourner votre regard d'Aster vers elle. J'étais inquiet de ce qui pourrait arriver après l'apparition du personnage principal. Pour réussir, elle devra passer par de nombreuses épreuves. Vous ne pouvez pas simplement disparaître après avoir reçu une tonne d'argent. Et ainsi, elle fera d'une pierre deux coups. La sorcière imaginait déjà des images colorées. Elle a décidé de créer un parc d'attractions qui aiderait à la fois à dissiper l'intérêt pour l'archiduc et à gagner de l'argent. Sherry pensait qu'elle pourrait demander à la princesse des nouvelles du terrain. Il lui semblait qu'elle était déjà, dans une certaine mesure, préparée à une vieillesse confortable. Soudain, je me suis souvenu de l'étranger en noir. J'ai compris que des problèmes pourraient survenir si quelque chose de similaire à celui d'hier se reproduisait. La fille y a réfléchi. Les yeux regardaient un point. Je réfléchissais. Il est peut-être temps de l'appeler « elle ». Sherry est sortie. C'était une belle journée ensoleillée. La fille a compris que « elle » était assez grande. Il fallait donc trouver un endroit spacieux. Soudain, la sorcière s'arrêta. Un bruit parvint à ses oreilles. Sherry écoutait. L'archiduc s'entraînait avec son épée sous le soleil éclatant. Ses longs cheveux blonds étaient tirés en arrière en une queue de cheval haute. Le visage exprimait la concentration. Sherry regarda l'archiduc avec embarras. Son torse nu et musclé était accrocheur et impressionnant. Elle n'en croyait pas à ses yeux.
Après s'être raclé la gorge, la jeune fille décida de déranger Aster. Elle a appelé son nom à haute voix. L'archiduc se tourna vers la voix. En voyant la fille, il a demandé si quelque chose s'était passé. La sorcière essaya mentalement de raisonner avec elle-même. Elle a rapporté qu'elle avait finalement terminé le chat qui la protégerait. Alors je cherchais un endroit où je pourrais l'appeler. La fille a prévenu de la taille de l'animal. Chérie a dit que si vous l'appeliez dans le jardin, elle écraserait toutes les fleurs. Elle s'est excusée de t'avoir distrait de ton entraînement. La sorcière ne quittait pas le regard de son interlocuteur. Il y avait de l'admiration dans ses yeux. Je me demandais si c'était normal qu'il se promène aussi nu. L'archiduc a dit que tout allait bien. Cela semble être le résultat du fait qu'elle vit avec lui. Chérie hésita. J'ai demandé si c'était bien de s'entraîner à la maison. Aster a aimé. C'est tellement merveilleux de ne pas être dérangé par des regards agaçants. La sorcière a précisé qu'il ne parlait pas de mercenaires. Se pourrait-il qu'il y ait des magiciens quelque part? Le blond ne savait pas comment ça fonctionnait. Mais quand il s'entraînait, il s'assurait que les dames le voyaient. Chérie était étonnée du genre d'émission en direct qu'il y a dans ce monde. L'archiduc demanda à la jeune fille d'attendre un peu. Il voulait changer de vêtements et demander à Ménor d'apporter le tableau. La sorcière accepta. Et c'est ce qu'ils firent. L'homme blond marchait lentement sur le chemin. Son dos musclé attirait le regard de la jeune fille. Chérie se figea, admirant sa silhouette athlétique. Le cœur de la fille est devenu fou. Toutes ses pensées étaient occupées par l'homme et son incroyable beauté. Chérie se serra les tempes. Le visage est devenu rouge. La fille a appelé à de bonnes pensées. Comment pouvait-elle penser à ce bel homme d'une manière aussi inappropriée? Soudain, ses pensées furent interrompues. Elle a entendu son nom? Elle regarda à nouveau la voix. Aster n'est pas venu seul. Il était suivi par des serviteurs fidèles. Alors qu'ils nettoyaient le garde-manger, ils ont entendu un bruit intéressant. La nouvelle est venue avec le maître. La fille rayonnait. Elle était seulement heureuse d'être spectatrice. Théowald lui tendit la toile. Chérie a demandé à tout le monde de rester immobile et d'attendre. Elle a arraché la couverture. La toile représentait un énorme puma noir. Des motifs blancs étaient peints sur le front et la poitrine de l'animal. Tout le monde était ravi. Le réalisme de l'image a été noté. Les capacités de dessin de la fille étaient étonnantes. Chérie a remercié tout le monde pour leurs éloges. La sorcière tendit la main vers le tableau. Elle sourit joyeusement. « J'ai décidé? Ok, alors il est temps de se lever. » Une rafale de vent inattendue a tout emporté autour. La fille haleta. Elle entendit Aster l'appeler par son nom. La sorcière s'est retrouvée dans les bras de son époux. J'ai été surpris de voir à quel point ce pouvoir était puissant. Elle se pressa contre l'homme. Aster passa son bras autour de ses épaules. La sorcière soupçonnait que plus l'image était détaillée, plus il fallait d'efforts pour l'invoquer. Les serviteurs se penchèrent sur la jeune fille et l'appelèrent. Certains par leur nom, d'autres par l'hôtesse. Chérie a vu 3 visages à la fois. La fille a fait un bruit étrange. C'était soit une toux, soit un sanglot. Aster supposait qu'il lui était difficile de faire cela, et lui a demandé d'arrêter. La pâleur de Chérie l'effrayait, mais la sorcière a dit qu'elle allait bien, ce dont ce chat avait vraiment besoin. Elle s'approcha du tableau et tendit une main tremblante. Le magicien du dessin a appelé le chat pour qu'il sorte. L'image s'est illuminée. Bientôt, des flux d'énergie magique commencèrent à diverger d'elle dans différentes directions. Aster considérait cela comme dangereux pour la fille, et dans un désir de la protéger de l'inconnu, il passa son bras autour de ses épaules. Quelque chose d'inimaginable se produisait autour de nous. Bientôt, une patte noire griffue marcha sur l'herbe verte et douce. La mage dessinatrice était heureuse d'avoir enfin invoqué un gros chat, qui la protégera du danger. Chérie leva son doigt vers l'énorme museau. Elle a ordonné au chat de n'obéir qu'à elle. L'animal baissa immédiatement la tête. La fille serrait dans ses bras sa propre création. Je pensais que même si c'était dur pour elle, je ne voulais toujours pas lui demander de revenir sur la photo. J'aime tout, mais le nom Kissia m'offense, entendit le magicien. Le nom est le début du contrat. Il ne peut donc pas être modifié maintenant, ce qui signifie que vous devrez l'accepter. Et l'animal a demandé à son créateur de l'appeler par son nom le moins souvent possible. Les serviteurs présents furent surpris que le chat puisse parler. Kissia a demandé si elle avait vraiment interdiction de parler. Mais comme les gens étaient comme les serviteurs de sa maîtresse, elle était prête à l'endurer pour la première fois. Chérie était surprise par le caractère effronté du chat qu'elle avait dessiné. Elle a dit que son estomac gargouillait, et elle m'a demandé de lui apporter quelque chose à manger. La question de la viande s'est posée. Ce chat adorait manger des aliments crus ou frits. Elle a demandé du cru. Les yeux du prédateur brillaient.
Aster lui a proposé un choix entre du bœuf, de l'agneau, du porc et du canard. Kissia a choisi le bœuf et a demandé qu'on lui trouve du bœuf marbré.